Le colonel regarde le caporal avec gravité. Il reprend. Il faut conserver cette tête de pont au pied des Vosges à tout prix. Tenir la position jusqu'à l'offensive générale qui partira incessamment. Le capitaine Durieux va avoir besoin d'hommes courageux, avec de l'expérience justement. C'est une mission périlleuse. Le colonel défie Abdelkader du regard. A-t-il le choix? Et quand bien même. Sa décision est prise. Il hoche la tête avec fermeté. Je suis volontaire, mon colonel. Ce dernier sourit satisfait. Je vous donne ma parole d'honneur que les récompenses, pour vous-même, comme pour tous les braves qui participeront à cette mission, seront cette fois à la hauteur, caporal. Vous serez les premiers d'entre nous à mettre le pied en Alsace. Toute la France vous regardera et se souviendra de vous. Abdelkader est plus touché qu'il ne saurait l'admettre. Je me battrai de toute ma personne, comme je l'ai toujours fait, mon colonel. Dans la rue étroite et venteuse qui longe le PC, Durieux se réjouit bruyamment de l'issue de l'entretien. Il regarde tour à tour Abdelkader et Martinez, qui cheminent silencieux et renfrognés, chacun de son côté. Le capitaine s'efforce de leur communiquer un peu de son enthousiasme. Le colonel est un homme juste. Abdelkader opine sans trop de conviction. On verra s'il tient parole. Le capitaine lui donne une petite tape sur l'épaule d'un air engageant, comme pour le convaincre que cela va de soi, qu'il peut avoir confiance. Puis il se tourne vers Martinez. Nous partirons dès l'aube. Vous passerez à l'Arsenal avec votre section au complet. Abdelkader intervient. Messaoud est aux arrêts, mon capitaine. Durieux écarte sa remarque d'un geste bref. On ne va pas se priver de notre tireur. Je me charge d'arranger son affaire. Malgré le froid qui règne à l'extérieur, l'atmosphère est étouffante dans l'infirmerie bondée. Toute la nuit, les infirmières se sont affairées au chevet des blessés, au milieu des plaintes et des râles incessants. Au petit matin, le médecin-chef, est très tiré par l'épuisement, arpente la section des membres gelés, faisant ouvrir les draps pour examiner les pieds, les jambes de ses patients. Un tirailleur sénégalais, celui-là même qui avait invité Larbi à se réchauffer près du poêle, découvre avec horreur sa jambe gauche toute bleue. Son regard paniqué scrute le visage du médecin, qui, penché sur le membre inerte, l'observe en silence. On n'a pas le choix, il faut amputer. L'homme est terrifié et cherche en vain un démenti dans les yeux du médecin. Impuissant, celui-ci lui presse l'épaule d'un geste qui se veut réconfortant. Alors qu'une infirmière remonte le drap sur ses jambes, le tirailleur pousse un cri déchirant. Sans un mot, le médecin se dirige vers le patient suivant. Un peu plus loin, Larbi fixe avec appréhension le bas de son lit. C'est maintenant son tour. Son geste mal assuré révèle lentement ses jambes, pareillement blanches et saines. Le goumier, au bord des larmes, ne peut en détacher les yeux. Mais le docteur hoche la tête
partageant un peu de sa joie et son soulagement. « C'est bon. Tu vas pouvoir aller te reposer à l'arrière. » À peine le docteur s'est-il éloigné que Larbi s'assied sur le bord de son lit et tente de se mettre debout. Il y parvient en s'aidant du mur, fait quelques pas hésitants, puis gagne progressivement en assurance. Martinez contemple ses affaires rassemblées sur son lit. Une fois de plus, le sergent n'a pas eu son mot à dire. Le colonel l'a désigné pour une nouvelle mission. Il regarde la petite chambre qu'il va devoir quitter et tente de s'apaiser en se disant qu'après la guerre, il retournera au pays. Peut-être même y connaîtra-t-il enfin la joie d'un foyer choisi, loin du chaos et des maisons réquisitionnées. Peut-être même n'y habitera-t-il pas seul. Il sourit à cette idée et il lui semble entendre le rire d'une jeune femme et des cris d'enfants, toute une agitation heureuse. Des coups frappés contre la porte le font sursauter. « Oui, qu'est-ce que c'est ?» Saïd entre, l'air penaud. Martinez lui décoche un regard froid, hostile. L'autre baisse les yeux. Il s'efforce de rassembler son courage et bafouille. « Je te demande pardon, sergent-chef. » Martinez se détourne et continue son rangement, se désintéressant complètement de lui. Le grenadier ne sait que faire. Il remarque les chaussures du sergent qui ont besoin d'être nettoyées et se penche pour les ramasser. Martinez retient son geste. « Ne touche pas à ça. Je ne veux plus voir ta gueule. » Saïd le regarde mortifié. Il masse son poignet et quitte la chambre tête basse. Seul dans le couloir, il s'adosse contre le mur et essuie ses yeux mouillés avec les paumes de ses mains. Larbi sort de l'infirmerie. Il s'appuie sur son frère en boitant légèrement. Chaussé de Rangers, ses pieds lui sont curieusement étrangers. Il s'amuse des grincements du cuir épais et raide qui accompagnent chacun de ses pas. Yassir sourit, heureux de voir son frère remis. Quelques instants auparavant, celui-ci a refusé la permission qu'on lui accordait pour ne pas être séparé de son frère aîné et ne pas le décevoir. Yassir n'a rien dit, mais sa reconnaissance envers son cadet est immense. Tous deux se dirigent vers les camions où se massent les tirailleurs prêts à embarquer pour les points d'appui là-haut sur les crêtes. Alors qu'il va dans la direction opposée, Djellali les arrête étonné. « Qu'est-ce que vous foutez ? Vous ne voulez pas remonter dans ces foutus trous quand même ?» Il leur indique à la sortie du village un petit groupe d'hommes. Parmi eux, les deux goumiers reconnaissent Leroux et Abdelkader. Ils suivent Djellali jusqu'au caporal qui les regarde intrigué. « Larbi, tu devrais être réformé. Et toi, Yassir, qu'est-ce que tu veux ? C'est une mission dangereuse. Tu risques de te faire trouer la peau. Je croyais que ça ne t'intéressait pas de libérer la France. » Yassir demeure impassible. À la curiosité du caporal, il choisit de répondre par une boutade. « En France, il faut qu'on se tienne bien.
Mais en Allemagne, on aura droit à la razzia. Abdelkader perçoit la lueur malicieuse dans son regard. Bien qu'il ne comprenne pas, il est touché par l'engagement du Berbère. Une dizaine d'autres goumiers s'approchent de la colonne en formation. Ils mènent des mules chargées de caisses de munitions. De toute façon, on n'est pas de trop. Vous prendrez chacun une bête. Durieux donne bientôt le signe du départ. La colonne s'ébranle, mais Saoud vient la compléter au pas de course avec pactage et fusil. Il salue Abdelkader avec gratitude. Je te revaudrai ça, caporal. Tu vas les avoir, tes galons de sergent. Le crépuscule s'abîme dans une anthracite glaciale, tandis que le capitaine Durieux et ses hommes s'engagent sur un sentier abrupt et glissant qui dévale dans une coulée boisée. Les goumiers peinent à retenir leurs mules, trop chargées, dont les sabots dérapent sans cesse sur les veines glacées. L'une d'elles s'est égarée plutôt, hors du chemin. C'est en vain que Yassir El Arbi s'exténue à tirer et pousser l'animal, enfoncé dans la neige jusqu'au poitrail. En avant, la colonne est contrainte de s'arrêter et les soldats piétinent d'un pied sur l'autre pour ne pas être saisis par le froid. Mais Saoud s'avance vers les goumiers pour leur prêter main forte. Les trois hommes parviennent finalement à dégager la mule. Alors qu'ils reprennent leur souffle, Messaoud remarque les rangers de Yassir. « Et tes sandales? Ils ont fini par te les dépouiller ?» Le visage austère de Yassir se fend d'un bref sourire. Sans autre réponse, il désigne du montant la petite colonne qui se remet en route, et chacun presse le pas pour ne pas se laisser distancer. Durieux s'est arrêté pour consulter sa boussole. Devant lui s'ouvre un passage étroit au fond d'un ravin qu'il hésite à emprunter, craignant un guet-apens dans ce passage dangereux. Mais sans autre alternative, il leur faut bien s'engager sur ce sentier. Il se tourne vers Martinez. « Dites-leur de garder le silence. Avec ces parois, tout résonne. » Le sergent transmet l'ordre aux soldats en chuchotant entre ses dents. Sans bruit, les hommes repartent au cœur d'une nuit qui gagne encore en épaisseur dans un silence oppressant. Au point du jour, les crêtes des Vosges sont loin derrière eux. L'étroit défilé s'est transformé en une coulée de moraines plantée d'une haute futée de pins, baignée par la grise lueur de l'aube. La boue a remplacé la neige et la terre détrempée ajoute au caractère lugubre de l'endroit. En tête de la colonne, le capitaine progresse prudemment, considérant avec méfiance les troncs serrés des arbres et leurs hautes et sombres cimes. L'avancée des hommes se fait difficilement. Ils sont tendus, sur leur garde, fatigués par leur marche nocturne. Soudain, un déclic sec fiche Durieux sur place. À ses côtés, Leroux découvre consterné le fil métallique qui court au ras du sol, presque invisible dans l'entrelacs des racines. Dans un silence suspendu, les regards des deux hommes se croisent médusés. L'explosion est fracassante. Pantins désarticulés, ils sont soulevés de terre dans un jaillissement de boue, de pierres, de branches arrachées. Derrière, c'est la panique instantanée. Les soldats refluent en désordre
sur la pente glissante de la forêt piégée. De nouvelles explosions surviennent aussitôt, fauchant les hommes en pleine course. Certains sont déchiquetés par les branchages transformés en projectiles mortels. Une mule affolée a dévalé la descente sur quelques mètres et déclenche la mise à feu d'une autre mine. Sa cargaison d'explosifs creuse un énorme cratère, soulevant dans les airs les troncs gigantesques comme autant de fœtus. Les rares survivants de la colonne sont submergés par le chaos, transformés en enfants terrifiés. Les détonations semblent jamais devoir s'arrêter. Elles emplissent l'air d'un déchaînement infernal. Le sang coule des oreilles des soldats. Même les plus courageux sont ravagés par une peur abjecte, animale, implorant en larmes que cesse la tuerie. Puis le silence retombe. Dans le calme soudain retrouvé, montent les prières annonnées par des soldats éperdus encore assommés par le fracas des explosions. La fumée épaisse et noirâtre se dissipe peu à peu. Les silhouettes mutilées des arbres étêtés se dessinent lentement dans la lumière froide. L'un d'eux s'abat brutalement en travers de la pente gorgée d'eau juste à côté de Saïd, immobile, couché à plat ventre, les mains toujours plaquées sur les oreilles, les yeux clos. La lourde chute de l'arbre ébranle la terre et lui fait brusquement ouvrir les yeux. Une mule apeurée dédale au triple galop sans but et, boitant étrangement, le sang ruisselant sur sa robe trempée. Au-dessus, le ciel est uniformément blanc, aveuglant. Saïd se redresse doucement, hébété, palpant ses membres indemnes d'un air incrédule, puis découvre autour de lui le désolant spectacle de l'unité de tirailleurs, au corps disloqué, dans d'impossibles positions. Dans un bruissement, le fait se retourner. Abdelkader et Messaoud se relèvent simultanément, avec lenteur, chacun faisant quelques pas d'une démarche vacillante, sans but, en titubant à travers la forêt dévastée. Un peu plus loin, un autre soldat se redresse, surpris d'être encore vivant. Seuls les yeux clairs de Yassir trouent le masque de sang et de boue qui couvre son visage. Il regarde sans comprendre le paysage d'Apocalypse et tous ces cadavres. Larbi, où est mon frère? Larbi, mon petit frère. Ce monticule fumant, ce tissu en lambeaux à côté d'une souche carbonisée, se peut-il que ce soit la djellaba d'un goumier? Yassir se précipite fiévreusement, le cœur déchiré. Cela ne peut pas être lui, ne doit pas être lui. Il se laisse tomber à genoux en reconnaissant le visage de son cadet, arrache le casque défoncé, le chèche sanguillonnant, dont il croit qu'il l'empêche de respirer. Il empoigne son frère, le tire à lui, mais la tête de Larbi retombe sinistrement sur son épaule. Yassir pousse un long hurlement de douleur, puis il berce doucement le corps sans vie, serré contre sa poitrine, en gémissant. Adossé contre un arbre, miraculeusement intact, Martinez émerge difficilement de sa torpeur. Sur sa poitrine, une sensation chaude et liquide. Il peine à respirer, regarde sa vareuse, maculée de sang. Il en écarte les pans,
décolle doucement de sa peau le tissu rougi de la chemise. Une mauvaise blessure barre son thorax. Il tente de se relever en s'appuyant sur l'écorce, si froide, sous ses doigts. Un pas, puis un autre, mais il chancelle, retombe lourdement. Quand il revient à lui, il ouvre les yeux sur Abdelkader, empreint d'une sollicitude impuissante, qui scrute avec inquiétude son visage livide. Cherchant son souffle, il fait un effort surhumain pour articuler quelques mots. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.